Dompter la force du vent et la vitesse des courants. Surveiller l'écume qui danse au-dessus des jardins d'écueils. Trouver sa route en suivant dans le ciel la course des étoiles. Jusqu'au début du XXe siècle, les hommes, bravant les dangers, écrivent sur tous les océans de la planète la légende des grands voiliers. À l'image de la Méditerranée, la mer Baltique, située au nord de l'Europe, a été, pendant des siècles, le théâtre d'incroyables aventures maritimes. Celle des varègues, reliant à bord de leurs dracars la Scandinavie à l'Empire byzantin. Des commerçants de la Ligue hanséatique, tissant des routes commerciales sur tout le nord de l'Europe. Des équipages de tous les voiliers qui, pendant des siècles, ont relié la Baltique au reste du monde. Héritiers des clippers, ces voiliers rapides et élégants qui couraient sur tous les océans au XIXe siècle, le Starflyer approche de Stockholm, la première de nos escales en mer Baltique. Palais royal de Stockholm. Il est 12h15, l'heure de la relève de la garde. Depuis l'accession au trône en 1809 du Français Jean-François Bernadotte, maréchal de Napoléon, la Suède est une monarchie constitutionnelle. À l'exception de ce petit rituel, la royauté suédoise se montre d'une absolue discrétion. Rien à voir avec son homologue britannique. Le palais se trouve dans Gamla stan, la vieille ville. Avec ses églises Renaissance et ses places médiévales, Gamla stan est le centre historique et géographique de la ville. C'est là que nous retrouvons Elisabeth, notre guide. Stockholm est né et s'est développé ici pour deux raisons. La première est commerciale. À partir du XIIIe siècle, on y pratique le commerce du fer, du cuivre et aussi des peaux. La seconde raison est géologique. À la fin de l'ère glaciaire, de nouvelles terres voient le jour. Il y a environ 12 000 ans, la fonte des glaces a libéré des roches primitives qui sont littéralement sorties des eaux. Et cela n'est pas fini. Cette évolution se poursuit encore à l'heure actuelle, à raison de 30 à 50 cm par siècle. C'est ainsi qu'une petite île est sortie de la mer aux alentours de l'an 1000. Des hommes se sont établis sur cette petite île, sur ce monticule. Ils y ont fondé Stockholm, idéalement situé de ce fait sur les routes commerciales. Depuis sa fondation, la ville s'est naturellement étendue aux îles voisines, mais elle n'a jamais perdu le contact avec la mer. Qu'ils assurent un service de transport en commun entre les différentes îles ou qu'ils servent pour les promenades touristiques, les bateaux, dont certains au look résolument rétro, font ici partie du paysage urbain. À Stockholm et en Suède, ces bateaux sont historiques. Mais ils sont bien plus que cela. Nous continuons à les utiliser. Ils jouent un rôle essentiel dans la circulation quotidienne. Ils permettent de desservir certains quartiers de la ville. Vous le voyez, ce ne sont pas seulement des bateaux historiques.
On les utilise vraiment. Par exemple, le bateau que je pilote en ce moment a été construit en 1931. L'histoire n'est donc qu'un aspect des choses. Nous prenons un grand soin de tous nos anciens bateaux, qui sont par ailleurs vraiment amusants à piloter. À Stockholm, nous aimons vraiment tous nos vieux bateaux. Mais c'est l'histoire d'un autre bateau que nous allons maintenant découvrir. Le 10 août 1628, les curieux de l'époque assistent à l'appareillage du Vasa, le navire de guerre le plus coûteux et le plus richement décoré jamais construit par la Suède. Pourtant, après seulement 300 mètres, le Vasa donne de la bande, se couche sur le flanc avant de sombrer lentement. Les siècles passent et le Vasa tombe dans l'oubli, jusqu'au 25 août 1956, quand l'historien Anders Franzen retrouve l'emplacement de l'épave. C'est le 24 avril 1968, après plusieurs années de travaux préparatoires, que le Vasa a finalement été renfloué. Pour cela, on a dû au préalable sécuriser toute la coque, remplacer tous les boulons en fer qui avaient rouillé par des boulons neufs. On a été obligé de consolider avec des pièces métalliques différents endroits du bateau qui s'étaient effondrés et écroulés au cours des 300 années passées sous l'eau. Ensuite, on a creusé 6 grands tunnels sous le bateau. Par ces tunnels, on a fait passer les câbles en acier qui, une fois fixés sur les pontons, ont permis à plusieurs vérins, pas à pas, de soulever le Vasa. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Vasa a été si bien conservé. D'une part parce qu'il a coulé à l'intérieur des limites de la ville de Stockholm, où l'eau est extrêmement calme. Ensuite parce que la mer Baltique a des propriétés sans équivalent. Elle n'est ni salée ni douce, mais c'est une eau saumâtre. Cela signifie qu'il y a très peu de micro-organismes et surtout très peu de vers ou de tarais qui s'attaquent au bateau en dévorant et détruisant le bois. Oui, c'est tout à fait exceptionnel. La mer Baltique conserve les épaves en bois. 69 mètres de longueur, 12 mètres de largeur, des mâts de plus de 10 mètres, le Vasa était un puissant vaisseau de guerre. En le découvrant aujourd'hui, on réalise qu'il n'avait pas été seulement conçu pour impressionner par le nombre de ses canons, mais également par l'abondance et la beauté de ses sculptures. Aujourd'hui, on sait presque tout sur la construction du Vasa. Une seule question reste sans réponse. Pourquoi a-t-il coulé ? Au XVIIe siècle, on pensait que les canons avaient commencé à se déplacer sur leurs roues ou que le ballast avait bougé. Mais quand on a renfloué le bateau en 1968, on s'est rendu compte que tous les affûts des canons étaient restés à leur place et toutes les pierres servant à ballaster le navire étaient restées à l'endroit prévu dans la cale. Si bien que cela questionne toujours les spécialistes de la marine de guerre. Le Vasa était tout à fait en pointe à son époque. Nous continuons donc à faire des expérimentations, à réaliser des essais, pour nous permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé. Il nous reste encore quelques heures avant le départ. Le temps d'une promenade, au hasard des rues, pour sentir battre le pouls de la capitale suédoise. Dernier rayon de soleil sur le palais royal et sur le quai des vieux ferries. L'heure est venue d'abandonner Stockholm aux lueurs du crépuscule.
Au matin, le Starflyer, toute voile dehors, fait route au sud-est en direction de Visby, la capitale de l'île suédoise de Gotland. I'll go check anyway. En s'installant au Gotland, les Vikings sont les premiers à comprendre l'intérêt stratégique et donc commercial de cette île située au cœur de la mer Baltique. Mais ce sont les immigrants allemands au début du XIIe siècle qui donnent au Gotland sa richesse et sa prospérité. Regroupés en associations, les commerçants de Visby préfigurent la puissante Ligue hanséatique qui contrôlera le commerce dans tout le nord de l'Europe jusqu'à la fin du XVe siècle. Les Allemands sont venus dans l'île de Gotland. En 1161, ils ont convaincu les habitants de signer le traité d'Artlenburg. Ce traité donnait aux Allemands le droit de s'établir à Visby. Et ensemble, avec les habitants, ils ont édifié cette magnifique cité commerciale. Durant environ 2 siècles, il n'y a pas eu le moindre problème. Puis Visby a décidé d'adhérer à la Ligue hanséatique. Un mur d'enceinte a été construit autour de la ville parce que désormais, quiconque voulait vendre ses produits devait le faire à l'intérieur de la cité et payer des taxes. À compter du milieu du XIVe siècle, la Ligue hanséatique domine les échanges entre la Baltique et l'Occident et contrôle des dizaines de comptoirs, et notamment les 4 plus puissants, Bergen, Londres, Bruges et Novgorod. Nous avons 92 églises médiévales dans le Gotland et la plupart sont encore actives. Ce sont des églises incroyablement belles. La puissante forteresse de Visby et les nombreuses églises de Gotland témoignent de la puissance de l'île à l'époque médiévale. Les premières églises, construites au XIIe siècle, étaient en bois. Puis, de 1150 à 1200, le calcaire remplace le bois. À l'intérieur de l'enceinte de Visby, il y avait 12 églises. La plupart d'entre elles sont en ruine. Seule exception, la cathédrale Sainte-Marie. Reconstruite à de nombreuses reprises, elle est aujourd'hui toujours en activité. On se demande toujours pourquoi les habitants du Gotland ont élevé autant d'églises. Une façon peut-être de remercier le Tout-Puissant de la réussite commerciale de l'île, à moins que ce ne soit pour s'assurer une place au paradis.
Visby s'abandonne à la douceur estivale et nous reprenons notre navigation. Au départ de Visby, le commandant a mis le cap au nord. Au matin, entouré d'une brume légère, nous naviguons en direction de Mariehamn, située sur l'île finlandaise d'Åland. Avec ses 4 mâts et ses 3300 mètres carrés de voile, le Starflyer entretient le souvenir des clippers de légende, comme le Flying Cloud ou le Cutty Sark. Même si, comme se plaît à nous le rappeler le capitaine, l'époque héroïque de la marine à voile est révolue, naviguer présente toujours quelques risques. Il y a très longtemps, avant l'introduction de l'électricité, les bateaux naviguaient uniquement en longeant les côtes. Et pour eux, traverser la Baltique, ça n'était pas aussi facile que maintenant. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Il y a des porte-containers de 400 mètres de long qui filent à 25 nœuds pour aller charger leurs marchandises dans les ports du nord de l'Allemagne. Et puis il y a le trafic incessant des ferries à grande vitesse. Les rivages de l'île d'Åland apparaissent bientôt à l'horizon. Après avoir affalé ses voiles, le Starflyer pénètre lentement dans le port de Mariehamn. Après les longs siècles de domination suédoise, la Finlande passe sous le contrôle de la Russie en 1809. Elle le restera jusqu'à son indépendance en 1917. C'est ainsi que la ville de Mariehamn doit son nom à Maria Alexandrovna, l'épouse du tsar Alexandre II. Bénéficiant de sa position stratégique, sur une péninsule dotée de ports naturels tournés vers l'est comme vers l'ouest, Mariehamn a depuis toujours abrité de petits chantiers navals de construction ou de réparation. En 1995, au moment de l'entrée de la Finlande dans l'Union européenne, l'île d'Åland a bénéficié d'un statut d'extraterritorialité. À Mariehamn, il n'y a donc pas de taxes. Ceci explique l'important trafic de ferries en provenance de la Finlande continentale ou de la Suède. Mais la fierté de Mariehamn, c'est le Pommern, un 4-mâts barque qui faisait autrefois partie de la flotte de grands voiliers de l'armateur Gustav Eriksson. Construit en 1903 à Glasgow, le Pommern assurait le transport de marchandises entre l'Angleterre et l'Australie. En réalité, il accomplissait le tour du monde. 3 mois pour rejoindre l'Australie en passant par le cap de Bonne-Espérance, puis 3 nouveaux mois en faisant route à l'est
pour passer le Cap Horn et remonter l'océan Atlantique jusqu'en Angleterre. C'est en 1923 que Gustav Ericsson achète le Pommern. Mais c'est déjà le crépuscule des grands voiliers. Dans les années 1930, ils ne sont plus compétitifs à l'exception de la seule ligne australienne de transport de céréales. Après la guerre, Edgar Ericsson, son fils, exploite encore une flotte de 5 navires. 1949 restera l'année où, pour la dernière fois, un voilier de marchandises franchit le Cap Horn. À quai, en attente de réparation, le Pommern ne reprendra pas la mer et sera transformé en musée. L'équipe sur ce bateau était très petite quand on pense à tout le travail qu'il y avait à faire à bord. Il y avait un capitaine, 3 timoniers, les gars qui tiennent la barre, un steward, un chef, un charpentier, un nettoyeur et un réparateur des voiles. Et en plus, il y avait environ 16 hommes dans l'équipe. Ça veut dire pas plus de 25-30 personnes au total travaillant à bord. Le travail était dur. L'équipe travaillait jour et nuit, spécialement quand le bateau se trouvait dans les mers du Sud, au Cap Horn, dans des violentes tempêtes. L'eau était froide, tout était mouillé, tout était difficile et horrible. Mais d'un autre côté, les passages par l'équateur étaient plutôt tranquilles et sympas, avec beaucoup de soleil. Les hommes dormaient alors sur les ponts, dans des hamacs. On y mangeait bien, mais c'était toujours la même chose. Ce n'était pas de la haute gastronomie. L'équipe était jeune. Beaucoup de jeunes hommes autour de 16, 17 ou 18 ans travaillaient ici. Et c'était une équipe très internationale, car il y avait des Anglais, des Danois, des Américains et même des Français à bord pendant certaines périodes. Au cours de la nuit, le ciel s'est complètement dégagé. C'est sous le soleil que nous poursuivons notre route au travers de la mer Baltique. Quittant Mariehamn et la Finlande, nous mettons cette fois le cap sur Tallinn, la capitale estonienne. Au cours de cette matinée de navigation, les passagers à la recherche de quelques petites sensations, après avoir été naturellement sécurisés, grimpent au sommet du mât de misaine. À la grande époque, le même exercice au passage du Cap Horn un jour de grand vent n'avait sans doute pas le même charme. Nous pénétrons bientôt dans le port de Tallinn. La fondation de la ville remonte à la christianisation des pays baltes au début du XIIIe siècle. Occupée par les Danois,
Revel, son nom à l'époque, devient pour les marchands allemands de la Ligue hanséatique une étape importante sur la route reliant Lübeck au puissant comptoir russe de Novgorod. Possession des chevaliers teutoniques, puis des Suédois, Tallinn est prise par Pierre le Grand et devient une importante base navale russe. Cette histoire longue et tourmentée a donné naissance à la plus belle des villes médiévales de la Baltique. Un décor de rêve pour les organisateurs du Festival de la Vieille Ville. Quand on a commencé à organiser les Jours de la Vieille Ville, beaucoup de maisons anciennes étaient à l'abandon. Le visage de la ville était vraiment différent. Donc le but des fondateurs du festival était plutôt de restaurer la vieille ville. On a démarré sur 2 jours avec le tournoi des contes de mai et d'autres événements médiévaux et quelques concerts. On était en pleine période de réveil national et du mouvement de libération et cela a plu au peuple estonien. De plus, ce grand festival célébrait le début de l'été. L'édification de la ville s'est étalée sur de nombreux siècles. La construction de la muraille, là, derrière nous, a duré plus de 300 ans. Grâce à elle, Tallinn fait partie des plus belles villes médiévales d'Europe. C'est peut-être même l'une des plus belles, l'une des mieux préservées. Tallinn, et c'est en cela une ville très intéressante, n'est pas seulement une ville médiévale. Elle a un patrimoine architectural très éclectique qui témoigne des différentes périodes de son histoire. C'est ce beau mélange qui fait le charme de la ville. Au cours des turbulences de l'histoire, les Estoniens ont beaucoup appris. C'est peut-être ce qui nous rend aujourd'hui si positifs. D'une certaine façon, on peut dire qu'on a eu de la chance. On a survécu. Et Tallinn, notre capitale, est une vraie perle. Accompagnés par les derniers rayons du soleil couchant, nous quittons Tallinn et reprenons le cours de notre voyage. Cela fait une semaine que nous avons quitté Stockholm. Impressionnés au départ par la majesté du grand voilier, les passagers ont désormais pris leur marque et choisi leur point de vue sur les voiles ou sur la mer.
En quittant Tallinn, le capitaine a mis le cap à l'est. Destination Saint-Pétersbourg. Au matin, la silhouette de l'ancienne capitale des Tsars apparaît à l'horizon. Leningrad. Ces lettres géantes qui marquent l'entrée du port semblent d'un autre temps. Pendant de longues minutes, nous poursuivons notre progression à l'intérieur du port qui occupe les deux rives de l'estuaire de la Neva. Les grues rouillées cèdent bientôt la place aux dômes des églises et aux façades des palais. Au terme d'une ultime manœuvre, le Starflyer se met à quai au cœur même de Saint-Pétersbourg, la ville fondée par Pierre le Grand il y a 300 ans. Des sosies pour touristes, des expositions, des commémorations. Arkady, lui, n'a pas attendu la mise en place de ce barnum médiatique pour clamer son admiration du grand tsar. Je me suis rendu déjà plusieurs fois au pied de ce monument. Mais là, voilà, quand j'ai su qu'il y aurait une fête en l'honneur de Pierre, tout de suite, j'ai enfilé un truc et j'ai accouru. Et à cette occasion, voilà ce que j'ai écrit. Подковы лошадиные блестят. Вздыбился конь под седаком. Поздравить все Петра хотят. Цветы, цветы лежат кругом. И в этот день солнечный, прекрасный, мы поздравляем седака. Его был ум, как зеркало, был ясен. Поэтому вперед его рука. Né de la volonté de Pierre le Grand d'offrir à la Russie une nouvelle capitale ouverte sur l'Europe, Saint-Pétersbourg s'embellit au fil du règne de ses successeurs. Élisabeth Ier, sa fille, puis Catherine II. Les canaux qui contribuent au charme de la ville rappellent qu'elle a été construite sur les dizaines d'îles qui barraient autrefois l'estuaire de la Neva. Parmi tous les monuments prestigieux bordant ces avenues aquatiques, il y a naturellement le palais d'hiver qui abrite le musée de l'Ermitage et la basilique Pierre et Paul, qui renferme les tombeaux de tous les empereurs et qui fut en 1703 le premier bâtiment de la nouvelle capitale. Il faut s'imaginer ce qu'il y avait ici, au bord de la Neva, au début du XVIIIe siècle. En gros, il n'y avait rien du tout. Les berges de la Neva étaient désertes et marécageuses. Il y avait seulement quelques petits villages. Les gens qui vivaient ici venaient de Novgorod, d'Estonie ou de Finlande. La Baltique, à cette époque-là, était contrôlée par les Suédois.
C'était donc un acte courageux de la part de Pierre d'avoir choisi ce lieu, juste sous le nez des Suédois, pour construire une ville qui allait bientôt devenir la nouvelle capitale de la Russie. L'ambition, peut-être même l'obsession de Pierre le Grand, était de fonder une marine de guerre puissante pour chasser les Suédois du golfe de Finlande et pour affirmer la domination de la Russie en mer Baltique. C'est pour cette raison que dès 1703, il installe dans l'île de Kotlin la première base navale russe, rebaptisée Kronstadt, en 1723. De la Russie impériale d'hier à celle d'aujourd'hui, en passant par l'Union soviétique, la flotte de la Baltique est toujours restée basée à Kronstadt. Je vends des trucs des années 70 en lien avec la mer. Voilà un pavillon de bateau. Mes pères, mes grands-pères ont vécu tout ça. J'ai aussi des objets comme Somol, Pionnieri, de la Russie communiste, quoi. C'est en 1704 que commence l'histoire de cette ville. Et jusqu'à nos jours, Kronstadt joue un rôle primordial dans la défense de Saint-Pétersbourg. En 1917, au mois de février, à Pétrograd, l'ancien nom de Saint-Pétersbourg, l'empereur Nicolas II a été contraint de signer son abdication. Le gouvernement provisoire s'est donc installé dans l'ancienne résidence de l'empereur. Mais dès le mois d'octobre, les bolcheviks renversent le gouvernement. C'est à partir d'ici, de Kronstadt, que le croiseur Aurore est parti vers le centre de Pétrograd. Et symboliquement, on dit que c'est un coup de canon du croiseur qui a été le déclencheur de la révolution. Si depuis de longues années les statues de Staline ont disparu du paysage urbain, celles de Lénine, en revanche, sont toujours à l'honneur, notamment celle qui se trouve devant la gare de Finlande, où il est arrivé de retour d'exil pour diriger la révolution d'octobre. Depuis le Starflyer, nous observons l'ouverture des ponts de la Neva. Les bateaux venus de la Baltique pénètrent au cœur de la Russie pour rejoindre la mer Noire ou la mer Caspienne. Nous restons de longues heures sous la voûte étoilée des nuits blanches de Saint-Pétersbourg. Au départ de Saint-Pétersbourg, le commandant fait route à l'ouest pour rejoindre Helsinki, la capitale finlandaise. Hyvää päivää. Kiitos. Aita. Thank you. Full ahead. Full ahead, yes please. 8 knots. That's all we can give you. Okay, that's enough. I'm not in hurry. Oh, I see. Yeah. Wow, that's good. Occupée successivement par les Suédois et les Russes, la Finlande n'apparaît que tardivement dans l'histoire de la mer Baltique. Indépendante en 1917, elle doit attendre l'époque de la guerre froide pour jouer un rôle sur la scène internationale.
C'est dans la capitale finlandaise que furent signés en 1975 les fameux accords d'Helsinki qui ouvrent une ère de détente dans les relations Est-Ouest. Durant cette courte escale, c'est en suivant les réalisations parfois surprenantes des architectes finlandais que nous allons découvrir la ville d'Helsinki. Ce qui s'est vraisemblablement passé, c'est que la Finlande, qui était dans le camp des vaincus de la guerre, avait un réel besoin de montrer au monde qu'elle appartenait au camp occidental, que la culture finlandaise était occidentale. Les débuts de l'architecture moderne commencent il y a plus de 100 ans, avec Eliel Saarinen. Le square Engel et ses environs sont considérés comme profondément finlandais, même si Engel était d'origine allemande et qu'il s'est inspiré de Saint-Pétersbourg. D'une certaine façon, on peut dire que la vague de modernisme des années 1930 d'Alvar Aalto et de quelques autres, la renommée internationale de l'architecture finlandaise, sont nées à cette époque. L'église de Temple Square a été conçue à la fin des années 1960 par Tuomo Suomalainen. Jusqu'alors, il n'y avait rien d'autre qu'un rocher à cet emplacement. Les gens ne firent aucune objection concernant le style de l'église. Dans les années 1950, ils étaient déjà habitués à la construction de bâtiments modernes. Et cela renforçait l'image d'une Finlande moderne. Comme le nom même de l'église le laisse entendre, l'idée de construire une église à cet endroit existait depuis longtemps. La maison familiale des frères Suomalainen se trouvait sur une île. La roche faisait donc partie de leur environnement. Ils ont voulu construire cette église tout en respectant le rocher. Le Starflyer a repris la mer en direction de Hanko, la dernière escale de notre croisière.
Sa mission ne consiste pas seulement à nous indiquer le chemin. Le pilote est également là pour surveiller le trafic le long du rivage, les risques de pollution, et bien sûr, il connaît précisément la route à suivre entre les îles, les récifs, les petits archipels. Il est donc préférable de se fier au pilote. Il plane sur Anko une atmosphère délicieusement rétro. Donnant sur le bord de mer, nous découvrons ce que les habitants de la ville appellent les vieilles dames. Ces villas opulentes où séjournaient à la fin du 19e siècle les vacanciers russes fortunés. Les premiers clients n'étaient pas finlandais, mais des aristocrates russes. À cette époque, la Finlande faisait partie de la Russie. Pour les touristes russes, Hanko avait quelque chose de très exotique. L'époque où les clients russes fréquentaient la station thermale était fabuleuse. On évoque le temps où les femmes en longues robes blanches avec plusieurs volants se promenaient, un petit parasol à la main. On raconte qu'à la fin de la saison, les arbres qui entouraient la station thermale ne sentaient pas le bois, mais étaient imprégnés de parfums. Entre deux verres d'eau, vous pouviez prendre un délicieux repas, bercé par la musique d'un orchestre. De nombreuses soirées étaient organisées. La plus importante était la soirée du bain des dames, qui permettait de récolter des fonds pour les bonnes œuvres de ces dames. On y dansait, lisait des poèmes, écoutait des concerts. Cela dura jusqu'en 1914 et le début de la Première Guerre mondiale, quand les clients russes désertèrent Hanko. À la fin de la guerre, la Finlande devint un pays indépendant. Hanko accueillit ses nouveaux clients, des Scandinaves et principalement les Suédois. Avec son passé qui mêle les influences russes et suédoises, Hanko représente assez bien l'histoire de la mer Baltique, dont les plus belles capitales se sont enrichies et embellies grâce au commerce maritime. Notre voyage est donc terminé. Le Starflyer, toute voile dehors, reprend la direction de Stockholm.